Merci, Monsieur le Président, chers collègues. Avant de débuter mon intervention, je voudrais à mon tour rendre hommage à notre collègue et camarade socialiste Yvette Duval, décédée il y a quelques semaines. Yvette Duval a été vice-présidente, vous l'avez rappelé, de cette collectivité durant la présidence de Pierre Maille, ainsi que maire de Plouzané, vice-présidente de la métropole brestoise telle qu'on la connaît aujourd'hui et conseillère régionale de Bretagne. Au sein de cette collectivité, Yvette Duval a impulsé, avec Pierre Maille, une certaine idée de l'aménagement du territoire intégrant la dimension environnementale. En créant le premier schéma départemental des déplacements en 2003, elle a permis la création du car à 2 €, du développement du covoiturage et des aires de covoiturage. La reconstruction du pont de Térénèse est également un combat qu'elle a su mener avec détermination. Femme de dialogue et de conviction, Yvette Duval animait le débat comme élément essentiel de son engagement politique et nous lui devons beaucoup. En ce mois de juin 2025, les tensions géopolitiques et les crises mondiales s'intensifient, alimentant chez les Finistériens un sentiment de doute sur l'avenir de notre planète aggravé par les dérèglements climatiques. Alors que nous développons à juste titre, y compris au sein de cette Assemblée, le devoir de mémoire à l'occasion des 80 ans de la Libération, comment rester indifférent à ce qui se déroule dans certains territoires du Moyen-Orient? Comment accepter ce qui se passe sur la bande de Gaza? Que dirons-nous aux générations futures à qui nous enseignons aujourd'hui l'histoire des conflits du siècle dernier, alors qu'en 2025, nous restons inertes face aux attaques menées par le gouvernement de Benjamin Netanyahou contre la population palestinienne? La bande de Gaza, c'est un territoire grand comme les monts d'Arrée, un 18e de la superficie du Finistère, un territoire minuscule sur lequel on tue, où le droit humanitaire est bafoué, où des civils sont pourchassés encore hier en pleine distribution alimentaire. Là-bas, quand les bombes ne les tuent pas, c'est la faim qui les guette. C'est une honte. Une honte dénoncée par la communauté internationale comme un crime de guerre. Et qu'on ne vienne pas instrumentaliser ce débat. Défendre les droits du peuple palestinien, ce n'est ni de l'antisémitisme, ni de l'antisionisme. Ce qui doit être dénoncé, ce n'est ni le peuple juif, ni l'État d'Israël, mais les dérives meurtrières d'un gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou. Ce que nous portons ici, c'est une exigence d'humanisme. À la crise du Proche-Orient s'ajoute celle des États-Unis, où depuis l'élection de Donald Trump, les reculs en matière de droits, de liberté et de science se multiplient. Stigmatisation des minorités, chasse à l'étranger, interdiction pesant sur les chercheurs. Lors de notre précédente séance, j'avais proposé que le Finistère s'engage dans l'initiative Choose France for Science pour accueillir des chercheurs américains menacés. Hélas, nous ne l'avons pas fait malgré la forte mobilisation de la communauté scientifique locale. Je le regrette sincèrement. Alors aujourd'hui, nous allons délibérer sur plusieurs politiques publiques importantes. Vous les avez listées dans votre propos introductif. Nous examinerons effectivement l'acquisition d'une carrière à Berrien en lien avec la sécurisation de l'alimentation en eau potable, un enjeu porté depuis longtemps par cette collectivité et qui, vous le reconnaîtrez, je l'espère, n'a pas débuté en 2021. Ma collègue Armelle Ruguin y reviendra, elle qui s'est fortement investie sur ce dossier depuis de nombreuses années. Vous nous proposez ensuite de délibérer sur 2 plans, la sécurité et la santé. Ces plans illustrent votre volonté de dépasser les compétences départementales et on le verra, les délibérations sont finalement assez maigres pour trouver des solutions durables, pérennes et efficaces. Vous venez de l'évoquer, nous ne dénonçons pas le fait d'intervenir en dehors du champ des compétences du Conseil départemental. Nous n'avons jamais dit ça. Nous souhaitons être forts sur les compétences obligatoires et continuer d'investir dans les politiques sur lesquelles nous avons un vrai effet levier. Et vous le verrez tout à l'heure, je reviendrai tout à l'heure sur le projet sécurité, Mathieu Stavinou reviendra sur le plan santé. Nous ne proposons pas de ne rien faire, nous proposons de faire différemment. Nous aurons aussi un bilan sur le plan vélo, et Marie-Pierre Jean-Jacques y reviendra. Nous aurons aussi un point d'étape sur la mission d'inscription des enclos paroissiaux au patrimoine mondial de l'UNESCO qui interroge fortement sur la capacité financière réelle du Conseil départemental d'être à la hauteur des sommes considérables que nous allons devoir mobiliser dans les prochaines années. Gaël Zanigui y reviendra. Et enfin, le compte financier unique qui montrera les écarts entre l'ambition exprimée en février 2024 lors de l'adoption du budget primitif et la réalité d'exécution budgétaire. On y verra notamment les écarts sur les dépenses de fonctionnement, mais aussi sur les dépenses d'investissement, ce qui témoigne que parfois, malgré les beaux graphiques, exécuter autant que prévu n'est pas toujours réaliste. Julien Poupon y reviendra.
Ce que cette séance va illustrer, c'est aussi une forme d'isolement de votre manière de présider. Vous vous appuyez certes sur une relation avec les maires, mais vous oubliez trop souvent les professionnels, les autres collectivités, les acteurs de terrain, ne permettant pas d'intervenir dans le champ de la prévention notamment. Or, dans une période où les relations entre l'État et les collectivités sont marquées par de fortes tensions, ce que vous reconnaissez désormais après l'avoir nié dans le mandat précédent dans l'opposition et les premières années de ce mandat, nous devons faire bloc au lieu de faire seul. Je vais prendre 4 exemples qui montrent que l'État est défaillant dans sa collaboration avec les collectivités locales. Le 18 juin, Départements de France a appelé cette journée la journée du dépassement. Parce que passé cette date du 18 juin, les départements en France doivent assumer seuls la solidarité nationale pour financer les prestations sociales comme le RSA, l'aide de compensation du handicap ou l'aide aux personnes âgées. On prend sur nos budgets, en déficit de compensation par l'État, d'aide qu'il a lui-même installée et nous transfère la charge du financement sans la compenser entièrement. Premier exemple. Deuxième exemple. À l'occasion du roquelaure de la simplification, le gouvernement a proposé un amendement visant à rendre facultatifs les CCAS. Facultatifs les CCAS. Mais quelle vision de l'action sociale de proximité a l'État quand il considère que les CCAS, et pourquoi pas demain les CEDAS, peuvent devenir facultatifs alors que les Français n'ont jamais eu autant besoin d'accompagnement de proximité? Le gouvernement de François Bayrou voudrait dégrader l'accès universel aux droits et à l'accueil digne pour les personnes les plus vulnérables. Il ne s'en prendrait pas différemment. Troisième exemple. Notre collectivité, le conseil départemental du Finistère, avait poursuivi l'État au tribunal administratif sur le manque de compensation suffisante des dépenses de RSA, alors que l'État avait lui-même réévalué à la hausse le montant du RSA en 2013 et en 2017. La juridiction administrative a tranché ce mois-ci en notre défaveur et nous a déboutés, justifiant que parce que les DMTO avaient augmenté, le Finistère se retrouvait finalement gagnant budgétairement pour faire face aux dépenses de RSA. Mais quelle indignité penser qu'avec une ressource volatile comme les droits de mutation à titre onéreux, cela doit nous permettre de financer des dépenses de solidarité comme le RSA. C'est encore une belle ingénierie d'une technostructure totalement déconnectée de la réalité des finances publiques locales. Enfin, dernier exemple où l'État reste dans l'incantation, la santé mentale. La Haute Autorité de Santé l'a publié il y a quelques jours. Et elle le dit, il est crucial de développer davantage la collaboration entre la protection de l'enfance et la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Alors que la conférence internationale de Paris sur la santé mentale s'est tenue il y a quelques jours, au mois de juin, il a été acté que la santé mentale devait désormais être reconnue comme une priorité transversale à intégrer dans toutes les politiques publiques à l'échelle européenne. Quelles avancées ont été annoncées par le gouvernement à destination de la santé mentale, de la protection de l'enfance, des départements? Rien, absolument rien, et ce silence est assourdissant. À l'heure du jour de la séance, nous ne trouvons hélas aucune délibération dans le champ de l'action sociale, compétence obligatoire. Pourtant, cela représente près de 60% de notre budget annuel, et notre politique de prévention dans le champ de l'action sociale n'a jamais été aussi important. Il manque aussi la présentation des nouveaux volets 2 du pacte Finistère 2030, que vous signez dans chaque intercommunalité, mais dont visiblement l'Assemblée départementale n'a pas le droit d'en connaître, puisque vous refusez de nous transmettre ces documents. Des manques habituels qui s'ajoutent à un manque de concertation, de dialogue et de collaboration. Les plans présentés aujourd'hui en témoignent. Vous êtes animés par une envie de répondre rapidement aux attentes des Finistériens. Ça, c'est plutôt louable, mais sans prendre le temps du dialogue, du diagnostic partagé et de la concertation. Cela se voit, et ce n'est pas seulement votre opposition qui vous le dit. Cela vous est également reproché par les acteurs eux-mêmes, y compris de manière médiatique. Le risque, c'est de donner un faux sentiment d'avancée concrète aux Finistériens qui, finalement, seront frustrés. Parce que décevoir, c'est au final bien pire que de prendre le temps de bien faire. Vous avancez aussi avec une folle envie de pouvoir bénéficier urgemment d'un bilan positif sur chacune de vos initiatives, alors que la politique réclame souvent le temps long pour observer des bilans sincères de l'action publique. Je vous invite donc davantage à faire confiance au « faire ensemble », à écouter, à respecter, à agir en transversalité et en complémentarité. Les partenariats ne sont pas des gros mots, ils sont à la racine même d'une action publique locale, efficace et durable. À ce chapitre du « faire ensemble », nous y prenons notre part, et c'est le sens de la demande de mission d'information et d'évaluation sur les collèges du Finistère que nous vous proposons au vote aujourd'hui. Pourquoi cette proposition ? Parce que les enjeux éducatifs sont déterminants pour notre territoire, parce que les mutations démographiques,
Les évolutions sociétales, les transformations pédagogiques et les attentes croissantes des familles nous obligent à porter un regard lucide et renouvelé sur l'action du département. Et j'en profite pour saluer le courage dont doivent faire preuve les collégiens aujourd'hui qui sont convoqués pour passer le brevet. Nous sommes 26 élus départementaux, issus de 13 cantons différents sur les 27 du Finistère, nous, les membres de l'opposition. Nous siégeons dans 36 collèges publics dans lesquels les membres de l'opposition siègent sur les 62 collèges que compte le département, c'est-à-dire dans 60% des établissements publics de cette collectivité. Nous sommes, comme chacune et chacun d'entre vous, au contact du terrain, dans les conseils d'administration, aux côtés des équipes éducatives, des familles et des élèves. Cette proximité nous engage, elle nous oblige. Notre volonté n'est pas de créer une commission de plus, elle est d'outiller collectivement notre Assemblée pour mieux comprendre ce qui se vit dans les collèges du Finistère et ainsi mieux anticiper les réponses à construire. Cette mission, nous la voulons pluraliste, collégiale, objective. Elle permettrait d'éclairer les élus sur la réalité de terrain et les défis à venir, d'approfondir certains sujets sensibles ou émergents comme la sécurisation des abords des collèges, la prévention des violences, y compris dans leur dimension numérique, l'éducation à la vie sexuelle et affective, le rôle des familles et de la parentalité dans le parcours éducatif, l'évaluation des politiques comme la tarification sociale de la restauration scolaire, ou encore les difficultés d'exécution du plan pluriannuel d'investissement pour l'entretien et la modernisation du bâti. Elle permettrait aussi de poser les bases d'un véritable suivi des politiques éducatives départementales, en lien avec les acteurs de la communauté éducative, le rectorat, les équipes de terrain, les familles, les associations. Le tragique assassinat de la surveillante Mélanie à Nogent, les cas de violence récemment révélés à Bétarame, mais aussi au Kreisker, à Saint-Paul-de-Léon ou à Saint-Pierre au Relais-Quérillon, les tensions autour de la carte scolaire, autant de signaux d'alerte qui justifient que nous prenions collectivement le temps de l'analyse, de la compréhension et de la projection, ce que nous n'avons pas dans le cadre des séances plénières, des commissions permanentes ou des commissions thématiques. Enfin, et cela mérite d'être souligné, nos projets politiques, Monsieur le Président, sont arrivés à quasi-égalité aux élections départementales de 2021. Certes, vous étiez majoritaire. Cela implique, de part et d'autre, une capacité à construire ensemble. Cette proposition de mission, c'est une main tendue, une invitation à travailler en concorde dans l'intérêt supérieur de nos jeunes et de leurs conditions de réussite. Nous ne demandons pas un chèque en blanc, ni de valider une orientation politique. Nous vous proposons simplement un cadre rigoureux de travail commun, avec pour seul objectif mieux faire ensemble. Je vous invite donc, Monsieur le Président, à davantage faire confiance au travail collectif pour l'intérêt général. Nous y sommes prêts. Nous continuons à vous faire des propositions depuis le début de ce mandat. Il vous appartient désormais de les accepter. Je vous remercie.